Le catch professionnel est sans conteste une activité brutale. Un match peut définir une carrière, élever une superstar ou, dans certains cas malheureux, détruire tout ce pour quoi un catcheur a travaillé. Que ce soit à cause d'une politique en coulisses ou d'un mauvais booking, voici les catcheurs de la WWE qui ont vu leur carrière s'effondrer après un seul match. Commençons par un catcheur dont beaucoup attendaient qu'il devienne une star de la WWE, Vader. Lorsque l'ancien champion du monde de la WCW a fait ses débuts à la WWE lors du Royal Rumble de 1996 et a éliminé 13 autres catcheurs, ses débuts ont été couronnés de succès. Avec un début aussi impressionnant, Vader a continué à gravir les échelons pour devenir l'un des meilleurs heels de la WWE. Après avoir épinglé Shawn Michaels dans un match par équipe, il a ouvert la voie à un match entre les deux, à SummerSlam 1996, pour le titre de champion de la WWE. Dans les coulisses, les dirigeants de la WWE sont très impressionnés par le travail de Vader et le considèrent comme une star légitime de l'événement principal. La compagnie était impatiente de faire de lui un rival à long terme de Michaels, avec des plans pour que Vader remporte le championnat de la WWE au Survivor Series et le rende à Michaels au Royal Rumble. Malheureusement, avant que ces plans ne se concrétisent, leur match de SummerSlam ne s'est pas déroulé comme prévu. Pendant le combat, Vader n'a pas réagi à temps à un mouvement, ce qui a frustré Michaels. En réponse, Michaels a donné un coup de pied à la tête de Vader et a commencé à lui crier dessus en direct à la télévision. Après le match, Michaels aurait été furieux de l'incident et se serait plaint à Vince McMahon, lui faisant comprendre qu'il ne voulait plus travailler avec Vader. En conséquence, la WWE a donné le titre à Psycho Sid, qui a battu Michaels au Survivor Series, ce qui était à l'origine censé être le moment de Vader. À partir de ce moment-là, la poussée de Vader a perdu de son élan et il n'a jamais été replacé dans le tableau des titres mondiaux. En 1998, la WWE le libère et il retourne à la New Japan Pro Wrestling pour poursuivre sa carrière. Lors des débuts de SmackDown sur le réseau Fox en octobre 2019, Cain Velasquez a fait une entrée remarquée en affrontant son rival de longue date, Brock Lesnar. Comme cela s'est produit juste après que Lesnar a écrasé Kofi Kingston pour remporter le championnat de la WWE en quelques secondes, le public était déjà debout. L'angle final du spectacle avait tout d'une grande rivalité, puisque les deux hommes s'étaient déjà affrontés au sein de l'UFC. Velasquez battant Lesnar pour le championnat des poids lourds de l'UFC, près d'une décennie plus tôt. Cela a conduit à un match de championnat de la WWE, très attendu à Crown Jewel 2019, Cain Velasquez étant l'un des rares hommes à pouvoir rivaliser physiquement avec Brock Lesnar. Cependant, ce qui a suivi a été un combat bref et décevant de 2 minutes, qui consistait principalement en quelques coups de poing avant que Lesnar ne le batte rapidement avec sa prise de soumission. Ce résultat a été choquant, car beaucoup s'attendaient à un combat plus divertissant entre les deux rivaux de l'UFC. Au lieu de cela, la carrière de Velasquez à la WWE a pris fin brutalement, ce match étant la dernière fois qu'on l'a vu à la télévision de la WWE. La rumeur veut que la WWE ait été déçue par la performance de Velasquez lors du Crown Jewel et a été libéré par la compagnie en avril 2020, apparemment en raison de coupes budgétaires. Le cas de Daniel Puder est certainement intéressant, car une poignée d'apparitions à la WWE a réussi à le maintenir dans les discussions sur le catch pendant des années. En 2004, Daniel Puder est entré à la WWE en tant que participant à la 4e saison de Tough Enough et espérait devenir la prochaine star de la compagnie. Au cours d'un épisode de SmackDown en novembre 2004, la WWE a programmé un segment dans lequel Kurt Angle devait défier les participants de Tough Enough. On s'attendait à ce que, en tant que heel dominant, Angle batte et humilie facilement les débutants, prouvant ainsi qu'aucun d'entre eux n'était à sa hauteur. Après avoir rapidement battu et blessé Chris Nawrocki, Daniel Puder était le suivant. Cependant, Puder a refusé de suivre le script et dans les secondes qui ont suivi leur combat, Puder a coincé Angle dans une clé de Kimura légitime. Et si Puder avait exercé une pression maximale, il aurait pu casser le bras d'Angle en direct à la télévision. L'arbitre a remarqué que le bras d'Angle était dans une position dangereuse et a rapidement fait un pinfall avant que les choses ne s'aggravent. Quelques instants après avoir vaincu Puder, Angle, visiblement en colère, s'en est pris à Puder et l'a traité de « fils de pute ». Incontestablement,
Puder ne s'était pas seulement attiré les foudres d'angle, il avait aussi froissé le vestiaire, et ce moment a finalement scellé son destin à la WWE. Après l'incident avec Angle, le vestiaire n'était manifestement pas satisfait de Puder. L'occasion de se venger s'est présentée lors du Royal Rumble 2005, où Puder est entré dans le match en 3e position, avant d'être accueilli par Chris Benoit, Eddie Guerrero et Hardcore Holly, qui se sont relayés pour le découper et le frapper. Bien qu'il faille rappeler que Daniel Puder avait remporté la compétition Tough Enough en 2004, décrochant ainsi un contrat d'$1 million avec la WWE. L'incident survenu lors du Royal Rumble match a complètement mis fin à son avenir au sein de la compagnie. Dans la foulée, la WWE a envoyé Puder dans son territoire de développement de l'époque et l'a libéré en 2005. Austin Aries avait tous les atouts pour devenir une star de premier plan, avec plusieurs titres de champion du monde à la Ring of Honor, à la TNA et à la WWE, mais sa réputation de franc-parler et de difficulté à travailler a complètement éclipsé ses 2 décennies de carrière. Alors qu'Aries avait déjà brûlé des ponts à la WWE et dans d'autres promotions en raison de son attitude, ce sont ses actions à Impact Wrestling Bound for Glory 2018 qui ont mis fin à sa carrière de catcheur grand public. Lors du pay-per-view, Aries a défendu le championnat du monde d'Impact contre Johnny Impact. Bien que le match lui-même ait été bien exécuté, Johnny a finalement épinglé Aries pour remporter le titre. Immédiatement après avoir été épinglé, Aries n'a pas vendu sa défaite, s'est levé comme si rien ne s'était passé et a quitté le ring en colère, faisant un doigt d'honneur à la foule et criant après Don Callis, le directeur d'Impact Wrestling, avant de disparaître dans les coulisses. À la suite de cet événement, Impact Wrestling a rompu ses liens avec Austin Aries, qui a été discrètement retiré de sa programmation. Bien que certains rapports aient suggéré que le match à Bound for Glory 2018 était simplement la dernière date sur le contrat d'Aries. Quelles que soient les circonstances, le mal était déjà fait. Le comportement non professionnel d'Aries après le match a complètement entaché sa réputation. À l'été 2010, un groupe de recrues de NXT, mené par Wade Barrett, a pris d'assaut la WWE, formant une faction qui allait plus tard être connue sous le nom de The Nexus. Lors de leur début, le groupe a attaqué John Cena et CM Punk de manière brutale, détruisant complètement le ring, arrachant les tapis, et détruisant tout ce qui se trouvait à portée de vue. Au cours des semaines qui ont suivi, la faction a semé un chaos rarement vu à l'époque. Au centre de leur déchaînement se trouvait John Cena, et cette querelle intense s'est construite en vue d'un affrontement massif à SummerSlam 2010, où The Nexus affronterait Team WWE dans un match d'élimination par équipe. C'était censé être l'heure de gloire de The Nexus, le match qui consoliderait leur domination à la WWE. La logique voulait que le Nexus s'assure une victoire sans bavure. Cependant, dans la tradition de Cena, il a surmonté les difficultés en battant à lui seul les 2 derniers membres du Nexus, Wade Barrett et Justin Gabriel, dans les derniers instants du match. Cette défaite stupéfiante a complètement brisé l'élan de The Nexus, qui n'a plus jamais été perçu de la même façon. Après sa défaite à SummerSlam, The Nexus s'est rapidement essoufflé. Bien que Barrett ait continué à se battre avec John Cena, l'intrigue a perdu de son impact. Finalement, Barrett a été retiré du groupe et le leadership a été confié à CM Punk, mais à ce moment-là, The Nexus n'était plus qu'une coquille vide. Au fil du temps, les membres de The Nexus ont été soit reconvertis, soit libérés, soit poussés vers des rôles de milieu de tableau. Et en 2011, la faction a été dissoute. En 2013, Damien Sandow était considéré comme une star très prometteuse. Au fil du temps, Sandow est devenu de plus en plus populaire auprès des fans. Il s'est renforcé en faisant équipe avec Cody Rhodes, formant la Team Rhodes Scholar. Plus tard, il a capturé la mallette Money in the Bank 2013, ce qui lui a valu une opportunité de titre mondial et une victoire potentielle à l'avenir. Lors d'un épisode de Raw en octobre 2013, Sandow a encaissé son contrat Money in the Bank contre John Cena, qui venait de remporter le championnat du monde des poids lourds la nuit précédente à Hell in a Cell. Traditionnellement, les gagnants du Money in the Bank ont un taux de réussite très élevé. Cependant, dans ce cas, Sandow a été réservé différemment. Il a agressivement attaqué le bras blessé de Cena avant que le match ne commence officiellement. Cependant, à l'issue d'un match très disputé, Cena a miraculeusement surmonté les obstacles et a vaincu Sandow de manière nette, faisant de lui la première personne
à perdre un Money in the Bank cash-in dans un match standard en 1 contre 1, ce qui a immédiatement porté atteinte à sa crédibilité. À la suite de cet échec, Sandow n'a plus été promu comme un talent légitime et sa promotion a disparu du jour au lendemain. Il a été relégué à un rôle comique, se déguisant et jouant le rôle de doublure du Miz. Finalement, il a été libéré de la compagnie en 2016. Scott Steiner est devenu l'un des catcheurs charismatiques les plus reconnaissables de tous les temps. Après un passage massif à la WCW, Steiner, sous le nom de Big Papa Pump, a fait son retour à la WWE au MSG, recevant un tonnerre d'ovations de la part de la foule. Presque immédiatement, la WWE l'a positionné comme un babyface de premier plan, le préparant à un combat pour le titre de champion du monde des poids lourds avec Triple H lors du Royal Rumble 2003. Cependant, ce match anticipé s'est rapidement transformé en un désastre. Steiner, qui est entré dans le match sous les acclamations, s'est rapidement retrouvé en difficulté car il est apparu qu'il n'était pas au mieux de sa forme. Il n'était visiblement pas en forme et avait du mal à suivre le rythme du match. En fin de compte, ce match a brisé la crédibilité de Scott Steiner et bien que la WWE ait organisé un match revanche à No Way Out 2003, celui-ci a été tout aussi mauvais que leur premier match. À cette époque, il y a également eu des tensions en coulisses entre Steiner et la WWE. L'histoire raconte que dès que Steiner a fait ses débuts à la WWE, la direction lui a demandé de se soumettre à un test de stéroïdes. Il accepte, mais à la condition que Triple H se soumette également à ce test. La WWE a finalement fait marche arrière et a cessé de demander à Steiner de se soumettre au test. Peu de temps après, Steiner a été relégué au bas de la carte, s'engageant dans des querelles de milieu de tableau avant d'être discrètement libéré en 2004. Le prochain sur notre liste est un catcheur qui était fortement positionné comme la prochaine star de la WWE. Après le départ de Hulk Hogan de la WWE en 1993, Lex Luger a été choisi pour devenir le nouveau visage de la compagnie. Avec son physique impressionnant de 300 livres, il semblait être le candidat idéal pour endosser le rôle du meilleur babyface de la WWE. En juillet de la même année, la WWE a lancé une tournée de bus Lex Express très médiatisée, envoyant Luger à travers l'Amérique pour générer de la publicité autour de son prochain match contre Yokozuna. À SummerSlam 1993, Lex Luger a défié Yokozuna pour le championnat de la WWE, dans ce qui était attendu comme son couronnement. Alors que le match en lui-même était solide, la fin reste l'une des pires de l'histoire de la WWE. Au lieu d'une victoire décisive, Luger a remporté le match par décompte, ce qui a permis à Yokozuna de conserver le titre de champion de la WWE. En effet, Luger a célébré sa victoire par décompte, comme s'il avait remporté le titre, avec des confettis et une énorme célébration sur le ring. Luger est ainsi passé pour un parfait imbécile, et il n'y avait aucun sens à ce qu'il réagisse de la sorte. Cette décision malencontreuse de la part de l'organisateur a complètement détruit l'élan que Luger avait réussi à créer. Après l'échec de sa victoire au championnat de la WWE à SummerSlam, l'élan de Luger dans le main event s'est rapidement estompé. Au moment de WrestleMania X en 1994, on s'attendait à ce que Luger ait une nouvelle chance de remporter le titre de Yokozuna, mais Bret Hart a finalement été choisi pour détrôner Yokozuna. Sa carrière à la WWE stagnant, Luger quitte finalement la WWE en 1995 et fait des débuts fracassants dans le premier épisode de WCW Monday Nitro. Un autre grand match de championnat du monde qui a failli détruire la carrière des deux catcheurs a eu lieu à Hell in a Cell 2019. Le défunt Bray Wyatt a connu de nombreux changements de gimmick tout au long de sa carrière à la WWE. Mais l'un de ses gimmicks les plus remarquables n'était autre que The Fiend. Apparu en 2019, The Fiend a été présenté comme un alter ego terrifiant et surnaturel de l'étrange personnage Firefly Funhouse de Wyatt. Le personnage est instantanément devenu un succès et la WWE l'a accéléré dans une image de championnat universel contre Seth Rollins. Cependant, leur match Hell in a Cell 2019 était loin de ce que tout le monde attendait. La WWE a réservé Seth Rollins pour frapper The Fiend avec un nombre excessif de finitions, y compris plus de 10 curb stomps, des coups de chaise et même une attaque de masse, mais The Fiend a continué à se relever
vendant à peine les dommages. Le pire est arrivé lorsque l'arbitre a arrêté le match, jugeant que Rollins était allé trop loin avec ses attaques. Cette décision n'a aucun sens, car Hell in a Cell est censé être un match sans disqualification, où tout est permis. La foule s'est mise à huer, scandant « Restart the match », AEW et Refund. En fin de compte, les carrières de Rollins et de Wyatt arbitrent. Pour Seth Rollins, les conséquences ont été encore plus graves. Après ce match, le public s'est complètement détourné de lui et la négativité a forcé la WWE à le transformer en Monday Night Messiah. Si le match Hell in a Cell ne suffisait pas, la carrière de Bray Wyatt a pris un coup encore plus dur lorsqu'il a perdu contre Goldberg à Super Showdown 2020. Après que Wyatt a remporté le championnat universel aux dépens de Seth Rollins, Goldberg est entré dans la course au titre, le défiant pour le championnat à Super Showdown 2020. Wyatt ayant été récemment couronné champion, beaucoup pensaient qu'il conserverait son titre contre le vétéran à temps partiel. Cependant, à la surprise générale, The Fiend s'est incliné face à Goldberg, 53 ans, en moins de 3 minutes. Goldberg a porté quelques coups de lance avant de délivrer un jackhammer de piètre allure et de clouer The Fiend au sol. Cette défaite a brisé l'aura de The Fiend, qui n'était plus considéré comme une force dominante. Après avoir perdu le titre de champion du monde, il a entamé une querelle avec John Cena jusqu'à WrestleMania 36, où il a participé au Firefly Funhouse match, acclamé par la critique. Une semaine plus tard, il perd le titre au profit de Roman Reigns. À partir de là, le personnage de The Fiend n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a entamé une étrange querelle avec Randy Orton, qui l'a conduit à une défaite choquante à WrestleMania 37 après avoir été trahi par Alexa Bliss. Le suivant sur notre liste est Muhammad Hassan. Fin 2004, la WWE l'a présenté comme l'un des personnages les plus controversés de la Ruthless Aggression Era, un Arabo-américain qui s'est exprimé sur la discrimination dont il a été victime après les événements du 11 septembre. Hassan a généré une énorme chaleur en tant que heel, et la compagnie a vu en lui un grand potentiel. La rumeur voulait qu'il affronte Batista à SummerSlam 2005 et devienne le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire de la WWE. Cependant, une querelle controversée contre l'Undertaker a malheureusement mis fin à ces rumeurs. Avant d'affronter le Deadman au PPV The Great American Bash, le manager d'Hassan, Daivari, est monté sur le ring contre le Phénom lors d'un match à SmackDown. Après le match, Hassan a orchestré une attaque brutale contre l'Undertaker avec un groupe d'hommes masqués qui l'ont étranglé à l'aide d'une corde à piano avant d'emmener Daivari comme un martyr. Malheureusement, comme ce segment troublant a été diffusé quelques jours seulement après un attentat terroriste à Londres, la WWE a dû faire face à de graves réactions de la part des médias et du public. UPN, la chaîne qui diffusait SmackDown à l'époque, a exigé que la WWE retire Hassan de la télévision. La WWE n'a pas eu d'autre choix que de précipiter son départ, Hassan devant déjà affronter l'Undertaker lors du Great American Bash. Le 24 juillet 2005, Muhammad Hassan a affronté l'Undertaker dans le cadre d'un match de l'aspirant numéro 1 au Great American Bash. Comme nous l'avons dit plus tôt, Hassan était en passe d'être promu champion du monde. Cependant, la WWE a utilisé ce match comme une exécution publique de son personnage. Après avoir subi une défaite décisive aux mains du Deadman, l'Undertaker est allé encore plus loin en traînant Hassan sur la rampe d'entrée et en lui assénant une brutale ombombriture sur la scène en acier, tuant ainsi le personnage dans l'intrigue. Ce fut la dernière fois que Muhammad Hassan apparut à la télévision de la WWE. Parfois, la carrière d'un catcheur peut être brisée non seulement par un mauvais match ou une mauvaise programmation, mais aussi par des blessures malheureuses indépendantes de sa volonté. Et la carrière de Bret Hart en est un excellent exemple. Tout au long de sa carrière à la WWE, The Hitman s'est construit un héritage rempli de moments historiques et de victoires de championnat. Cependant, sa carrière a pris un tournant choquant lorsque Vince McMahon et Shawn Michaels l'ont privé du championnat de la WWE lors d'un événement qui serait plus tard connu sous le nom de The Montreal Screwjob. Plus tard, bien qu'il ait rejoint la WCW comme l'un des plus grands agents libres de tous les temps, le temps passé par Hart dans la compagnie a été largement mal géré. Bien qu'il ait fini par remporter le championnat du monde des poids lourds de la WCW, sa carrière
s'est brusquement arrêté en 1999. Lors de la Starrcade 1999, Hart a défendu son titre de champion de la WCW contre Goldberg. Cependant, au cours du match, Goldberg a donné un coup de pied violent à la tête de Hart, le laissant gravement commotionné. Pour aggraver les choses, il a continué à lutter, ignorant les dommages à long terme que le coup de pied avait causé. Dans les semaines qui ont suivi, les symptômes de Hart se sont aggravés et il a été diagnostiqué comme souffrant d'un syndrome post-commotionnel. Sa capacité à se produire à un haut niveau a rapidement diminué et il a été contraint de prendre sa retraite en 2000. Bien que Jeff Hardy soit l'un des catcheurs les plus charismatiques et les plus appréciés de tous les temps, sa carrière a souvent été assombrie par ses démons personnels et ses problèmes de toxicomanie. Bien qu'il ait réussi à rebondir à plusieurs reprises, un match en particulier a failli détruire sa réputation à jamais. À Victory Road 2011, Hardy devait défendre son titre de champion du monde des poids lourds de la TNA contre Sting dans l'événement principal de la soirée. Compte tenu de la puissance des deux hommes et de leur statut légendaire, le match avait tout pour être un affrontement classique. Cependant, ce qui s'est déroulé est tout sauf cela. Lorsque Hardy fait son entrée, il est immédiatement évident que quelque chose ne va pas. Il semble en état d'ébriété, trébuche vers le ring et se comporte de manière erratique. Il est rapidement devenu évident que Hardy n'était pas en état de combattre et les officiels de la TNA ont dû prendre une décision de dernière minute pour mettre fin au match le plus rapidement possible. Avant que le match ne commence officiellement, Eric Bischoff est sorti et a été vu en train de chuchoter des instructions à Sting et Hardy, indiquant un changement de plan de dernière minute. Une fois que la cloche a sonné, Sting a rapidement attrapé Hardy, a frappé le Scorpion Death Drop et l'a cloué au sol en moins d'une minute pour mettre fin au match. Le public était abasourdi et scandalisé, car le match s'est terminé de façon humiliante. Quant à Jeff Hardy, il a été immédiatement suspendu par la TNA, et renvoyé chez lui pour régler ses problèmes. Cependant, après plusieurs mois d'absence, Hardy est revenu à la TNA, jurant de se racheter. Bien qu'il ait fini par reconstruire sa carrière, il ne faut pas oublier que le match de Victory Road contre Sting reste l'un des pires de sa carrière. Alors que nous arrivons à la fin de notre liste, intéressons-nous à un catcheur qui aurait pu connaître un succès retentissant s'il n'avait pas été victime d'une politique en coulisses à cause d'un match, Mr. Kennedy. Lorsqu'il a fait ses débuts en 2005, il était considéré comme une étoile montante de la WWE. Avec ses présentations uniques, son charisme, il a fait des vagues en remportant des victoires sur certaines des plus grandes stars de la WWE. Dès sa première année, il réussit à vaincre l'Undertaker et continue d'accumuler les victoires contre d'anciens champions du monde comme Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Cependant, alors que sa carrière prenait de l'ampleur, une série de blessures a commencé à faire dérailler son ascension. L'un des principaux revers est survenu lorsque Kennedy a remporté la mallette Money in the Bank à WrestleMania 23, mais une blessure soudaine l'a contraint à céder la mallette à Edge. Bien qu'il ait fait son retour en 2009, cela semblait être un nouveau départ. Cependant, le retour de Mr. Kennedy a été de courte durée. Lors d'un match à plusieurs sur Raw, il a exécuté une suplex sur Randy Orton, mais ce dernier a eu l'impression d'avoir atterri maladroitement sur son cou et aurait été furieux. En coulisses, Orton se serait plaint à la direction, qualifiant Kennedy de dangereux. Malheureusement, c'est tout ce que Vince McMahon avait besoin d'entendre avant de remettre à Mr. Kennedy ses papiers de licenciement, mettant officiellement fin à sa carrière à la WWE quelques jours plus tard, marquant ainsi la fin de la carrière d'un catcheur autrefois charismatique. Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.